À la une de l'actualité, des agents de la police et de la gendarmerie en formation à Grand Bassam. Ils reçoivent des instructions sur le droit et la protection des enfants. Pourquoi une telle formation? Quel en est l'intérêt? Vous le saurez en début de journal. De nombreux produits prohibés ont été incinérés dans la région du Gor, dans le centre-ouest du pays. Ces produits ont été saisis sur des marchés et dans des boutiques. Action de la direction régionale du commerce. Et puis aujourd'hui, 20 mai, marque le 30e anniversaire de l'identification du virus du sida. Pour cette énième commémoration, gros plan sur la série sur la transmission du VIH-Sida en Afrique du Sud. Le feuilleton est le deuxième programme de télé le plus suivi dans le pays. Voilà pour les titres, il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Tout d'abord, cette formation dans la ville de Grand Bassam. Les concernés sont des agents de la police et de la gendarmerie. Ils reçoivent des instructions sur le droit et la protection des enfants. Pourquoi une telle formation? Quel en est l'intérêt? Comment se déroule-t-elle? Les précisions de Serge Gongomain et Sylvie Toré. Les agents chargés de la formation à l'école de police et dans les écoles de gendarmerie renforcent leurs compétences. Ils reçoivent ici à Grand Bassam une formation sur le droit et la protection de l'enfant. Une formation dispensée par le Bureau international des droits des enfants, une organisation non gouvernementale basée au Canada. Comment, par exemple, parler avec un enfant? Et ça, c'est souvent le problème auquel les policiers et les gendarmes sont confrontés. Quelle attitude avoir devant un enfant? Un enfant qui est, par exemple, accusé d'avoir volé, ou un enfant qui a été témoin d'une scène de violence, ou bien un enfant qui est tout simplement en danger, comme les enfants de la rue. Si vous êtes en uniforme, vous êtes armé et que vous voulez conduire un entretien avec un enfant, c'est vraiment susceptible de freiner la bonne communication entre vous et l'enfant. Cette action de renforcement de compétences est appuyée par l'UNICEF. Le but, c'est de faire en sorte que les policiers et les gendarmes qui sortent de ces différentes écoles acquièrent ces notions de protection des enfants afin qu'ils puissent l'appliquer lorsqu'ils seront donc en train de travailler sur le terrain. Cette formation des policiers et gendarmes sur le droit et la protection des enfants se poursuivra jusqu'au 31 mai prochain. Et puis cette autre formation qui, elle, a pris fin, elle a été distillée à des membres de l'Observatoire pour la célérité des opérations de dédouanement, conduite par des experts de l'Organisation mondiale des douanes. La formation a duré 5 jours. Elle a porté sur la facilitation des échanges commerciaux qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale, nous dit Francis Boifo. Parvenir désormais à des facilités dans le processus de dédouanement des marchandises en Côte d'Ivoire. C'est tout l'intérêt de cette formation qui a réuni 5 jours durant des responsables de la douane et ceux du secteur privé. La formation, assurée par des experts de l'Organisation mondiale des douanes, a été sanctionnée par plusieurs recommandations sur les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le monde. Des représentants de la douane malienne et le Conseil nigérian des utilisateurs du transport public ont pris part à cette formation, dont les membres de l'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement de Côte d'Ivoire étaient les premiers bénéficiaires. Je vous le disais en titre, de nombreux produits prohibés ont été incinérés dans la région du Gor, c'est dans le centre-ouest du pays. Ces produits prêts à être commercialisés ont été saisis sur des marchés et dans des boutiques. L'action est de la direction régionale du commerce, le commentaire de Thérèse Tapeyoboué. Décharge publique de Gagnois. C'est là que les produits prohibés ont été incinérés. L'ensemble des produits saisis est estimé à 1 tonne 700 ou une valeur commerciale de plus de 2 300 000 francs. Les produits périmés et prohibés saisis par les agents du ministère du Commerce de Gagnois sont constitués de pâtes alimentaires, de biscuits, de margarine, du riz et d'une importante quantité de boissons. Une occasion saisie par le directeur régional du commerce pour inviter les consommateurs à vérifier désormais les dates de péremption des produits avant de les acheter ou de les consommer. Il a par ailleurs invité les commerçants à exercer leur profession conformément à la loi. Kofi Alexandre les a en outre mis en garde contre la vente de produits périmés, prohibés et des contrefaçons. Nous devrons sanctionner les détenteurs de ces produits-là. Mais nous sortions de la crise.
et il fallait être indulgent. Nous avons donc convenu que pour la période, il ne fallait pas sanctionner automatiquement. À partir de maintenant, nous allons donc nous mettre à sanctionner toute saisie de produits périmés dans une boutique. Des responsables politiques, administratifs, ainsi qu'une équipe du ministère du Commerce arrivée d'Abidjan ont pris part à l'opération d'incinération des produits prohibés à Gagnoa. En bref, elle se porte bien et sera renforcée dès demain, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Demain s'ouvre ici donc, dans la capitale économique ivoirienne, un forum ivoiro-belge, une véritable plateforme de rencontre entre hommes d'affaires des deux pays. On y reviendra certainement dans nos éditions de demain. Dans un autre registre, je vous propose d'aller à la rencontre des populations du village de Kogbera. C'est dans la région de Sakassou, au centre du pays. Elles peuvent désormais recevoir les soins sur place. Le centre de santé du village vient d'être mis en service avec l'affectation d'un infirmier. Le témoignage de Soro Corona et Diarasoubar Larsen. Les populations de Kogbera et des villages environnants ont désormais l'occasion de se faire soigner sur place. En effet, ce village dispose d'un dispensaire et d'une maternité. Cette infrastructure sanitaire vient d'être remise officiellement aux populations. Construit par l'État de Côte d'Ivoire en 1995, l'ouverture de ce centre de santé fait de lui le deuxième de la sous-préfecture de Satamasokoro. Les différents intervenants à cette cérémonie d'inauguration ont salué l'ouverture de ces structures sanitaires. Pour eux, l'État rapproche ainsi la santé des populations. L'honorable Ouattara Azumana, représentant le parrain de la cérémonie, a exhorté les populations à fréquenter le centre. Venez faire vos consultations. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus de raison de faire de l'automédication. Le centre de santé a été construit pour vous. L'État de Côte d'Ivoire vient d'affecter un infirmier diplômé d'État. L'infirmier du dispensaire a été présenté aux populations et une moto de service lui a été remise par les autorités administratives et sanitaires pour l'aider à bien assurer sa mission. Ce deuxième centre de santé va soulager les femmes et les malades qui avaient d'énormes difficultés pour se rendre à Satamasokoro pour des soins. Les populations ont émis les vœux de voir l'arrivée d'une sage-femme et d'une ambulance pour assurer l'évacuation des cas de maladies plus graves. L'actualité sanitaire, c'est aussi la situation alarmante des tuberculeux de Bouaké. 7 tuberculeux sur 10 ne fréquentent pas les centres de santé malgré la gratuité des soins, d'où l'organisation des journées de sensibilisation par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Occasion de sensibiliser les malades de la tuberculose donc à se rendre à l'hôpital. Kader Sogodogo, Diarasouba Larsen. Au cours de l'année 2012, à Bouaké, 1377 cas de tuberculose ont été dépistés, dont 67% de formes contagieuses. En ce qui concerne les patients mis sous traitement en 2011, le taux de succès a été de 71% avec 7% de décès. À la journée locale de lutte contre la tuberculose, le directeur régional de la santé et de la lutte contre le sida, Dr Kofi Ndjessan, pense que ces résultats peuvent être améliorés. Les résultats sont encourageants. Toutefois, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Les données qui ont été communiquées ne représentent que 30% des malades attendus. Plusieurs interventions ont permis à la population venue en grand nombre de comprendre que la tuberculose connaît une avancée notable dans la région. Ces populations s'engagent donc dans la lutte contre cette maladie contagieuse. On doit sensibiliser nos membres pour vivre dans un environnement sain. Et dès que quelqu'un tousse pendant 3 semaines et plus, il doit se diriger vers les centres de santé. La cérémonie s'est achevée par la visite du centre antituberculeux et le service de PPH du CHU de Bouaké. Et puis aujourd'hui, 20 mai, marque le 30e anniversaire de l'identification du virus du VIH-Sida. Pour cette énième commémoration, gros plan sur la série sur la transmission du VIH-Sida en Afrique du Sud. Le feuilleton Intersection est le deuxième programme de télé le plus suivi dans le pays. Reportage. C'est la série télévisée qui captive l'Afrique du Sud. Une série qui parle du sida de manière inédite, sans fausse pudeur. Ici, on ne suit pas des personnages, mais le virus.
Un virus qui passe de corps en corps et traverse toute la société sud-africaine. Intersection a été lancée par une fondation américaine. Ses producteurs ont imaginé une histoire différente chaque semaine avec un message, le sida peut frapper tout le monde. Notre position n'est pas de dire « n'ayez pas de rapport sexuel » ou bien de faire la morale, mais c'est de dire « soyez prudents et protégez-vous ». C'est l'idée de départ d'Intersection. La seconde saison d'Intersection a débuté en février. Chaque semaine, Karabo et Mnikelo sont devant leur télévision, comme 1 million de Sud-Africains. Cette série sur un sujet d'habitude tabou est devenue le 2e programme le plus regardé dans le pays. Les précédentes séries qui traitent du même thème n'étaient pas à ce point crues, n'étaient pas aussi directes et ouvertes. Elles n'allaient pas aussi loin que celle-ci. La plupart des situations sont tirées de choses réelles, qu'on voit actuellement. On en fait l'expérience. Ce sont des choses dont on discute. Donc, on s'identifie facilement. Et c'est pour ça que la série est controversée. Les critiques ont parfois été vives, mais pas chez les jeunes, cible prioritaire de cette série et de son message de prévention. Ils sont jeunes, ils sont libérés, insouciants, ils font la fête. La nature même de cette population fait que c'est la plus difficile à toucher. Et malheureusement, nos études montrent que prêcher l'abstinence, la fidélité ou l'utilisation d'un préservatif, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, près de 20% des adultes sont séropositifs. Autre sujet, les personnes du 3e âge qui se mettent au sport. L'initiative du ministère de la Promotion des Loisirs, du ministère de la Promotion des Sports et Loisirs, qui vient d'organiser donc des activités sportives en faveur des personnes âgées. Le commentaire d'Honorine Anikori. Selon la directrice des loisirs, Nguessan Paulette, ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'un des axes prioritaires de la matrice d'action de ces départements ministériels. Elles ont été initiées dans l'intérêt de tous les acteurs du loisir afin qu'ils se l'approprient et le reproduisent dans leurs différentes localités respectives. Pour Zaki Zablei, conseiller technique représentant le ministre Alain Loboyon, l'objectif est de promouvoir les loisirs sains pour tous et d'inviter toutes les personnes du 3e âge à s'adonner au sport afin de lutter contre le stress et les maladies liées à la sédentarité. Un parcours de santé, des séances de relaxation ont constitué les temps forts de cette cérémonie. La Fédération des fonctionnaires retraités de Côte d'Ivoire, les personnes âgées des différentes communes d'Abidjan, ainsi que certains retraités des autres ministères ont participé à ces activités sportives qu'ils ont trouvées très utiles. Ils se font rares, les poissons, dans la ville de Grand Bassam. Véritable paradoxe quand on sait qu'à Bassam, on a la mer et son contenu, justement riche en poissons. L'une des raisons de ce manque sur le marché, la cherté de la denrée, le temps de trouver les autres raisons de ce manque de poissons sur le marché. Une solution s'offre aux consommateurs. À défaut de poissons, on se contente d'escargots. Les escargots sur ce marché permettent aujourd'hui à la ménagère de se concocter une sauce bien garnie. Le reportage de Serge Gongomé dans un commentaire de Sylvie Touré. Située entre la lagune et la mer, la ville de Grand Bassam n'est pas suffisamment approvisionnée en poissons. Un véritable paradoxe. Conséquence, la cherté de cette protéine sur le marché, le poisson n'est pas à la portée de toutes les bourses bassamoises. Je fais le marché ici. Le marché de Grand Bassam est très cher. En tout cas, c'est cher. Comme solution, les ménages optent pour les escargots. Le poisson coûte très cher à Bassam. Il y en a même pas même. C'est cher le poisson. Donc on est obligé d'ajouter un peu d'escargot, un peu de crabe, un peu de petites choses. Il n'y a pas que les populations des Grands Bassam qui raffolent de ces escargots. Leur qualité attire bien des ménages au-delà des frontières de la cité balnéaire. J'habite à Abidjan, je suis venue acheter des escargots pour la maison. J'ai l'habitude de faire le marché, d'acheter des escargots particulièrement, parce que j'aime bien les escargots. C'est moins cher ici qu'à Abidjan.
L'érosion côtière, la fermeture de l'embouchure, y sont pour beaucoup dans cette pénurie de poissons sur le marché de Grand Bassam. En attendant que des mesures soient prises pour améliorer l'approvisionnement du marché, les escargots font le bonheur des ménages. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va abriter en septembre prochain un sommet de la jeunesse africaine sur la non-violence et la paix. L'annonce a été faite samedi par Zadi Djedje, président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, nous dit Broléan. Quelle contribution de la jeunesse africaine à la non-violence? À cette question auront à répondre du 12 au 14 septembre 2013 les leaders de jeunesse. Annonçant ce sommet, une initiative de l'Alliance de la jeunesse africaine pour la non-violence, son président Zadi Djedje s'est voulu sans détour. Il s'agira pour les jeunes d'affirmer leur engagement pour la paix et d'inviter à leur suite les dirigeants africains. Les hommes passent, mais l'Afrique reste. C'est pourquoi il faut donner un message à tout le monde qu'un jeune occupé est une semence pour la paix. À cette conférence de presse, Zadi Djedje était entouré des leaders de jeunesse du Mali, Bénin, Togo, Sénégal et Guinée. Tous ont plaidé en faveur du retour des exilés ivoiriens. Ça fait 2 ans que nos camarades vivent en exil. Ça fait 2 ans que nos parents souffrent en exil. Ça fait 2 ans que nos camarades vivent dans la clandestinité. C'est pourquoi les leaders des pays africains que nous sommes ici, nous demandons au président de la République, il faut que le père de la nation ouvre un peu les bras. Zadi Djedje a été porté à la tête de l'Alliance de la jeunesse africaine pour la non-violence en mars 2013 au Sénégal. On militait pour son élection les actions de paix entreprises depuis le retour de ce texte pro-Gbagbo d'exil. On s'intéresse maintenant à cet hommage rendu aux mères des personnes sourdes et muettes. Elles ont été célébrées par l'école ivoirienne pour les sourds. Le compte rendu d'Honorine Anigori. Sourd, mais j'entends le cœur d'amour de maman. C'est autour de ce thème que l'école ivoirienne pour les sourds a célébré les moments des pensionnaires de cet établissement. Une manière de leur dire qu'elles ne sont pas marginalisées, qu'elles sont des mamans comme toutes les autres. C'est un plaisir vraiment de voir que nous sommes célébrés, nous en tant que mamans d'enfants sourds. Nous avons surmonté le handicap de notre enfant. Il ne faut pas négliger l'enfant sourd. L'enfant sourd a aussi sa place dans la société. Cette école de 39 ans doit être réhabilitée, nous a confié le directeur de l'école. Nos besoins sont énormes, l'école n'a pas fière allure. Les salles de classe sont exiguës. Nous lançons un vibrant appel à notre tutelle pour jeter un regard sur l'école, pour nous aider à acquérir des locaux nouveaux. Pour exprimer leur amour à celle qui leur a donné la vie, les enfants sourds ont dansé et récité des poèmes. Tout se fait ici avec des signes. Bonjour lundi. Bonjour lundi. Comment ça va mardi? Très bien mercredi. Allez dire à jeudi de venir vendredi. Danser samedi dans la salle de dimanche. Papillon, vole, 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 papillon, vole, vole bien. Si tu ne sais pas voler, les enfants vont t'attraper. Créée en 1974, l'école ivoirienne des sourds est composée de la maternelle, d'une école primaire et d'une école professionnelle qui forment en menuiserie, pâtisserie et couture. Le chapitre religion s'ouvre avec la célébration de la fête de Pentecôte. Chaque année, le dimanche et le lundi de Pentecôte sont marqués par des activités de masse de la jeunesse catholique du diocèse d'Abidjan. Plusieurs d'entre eux ont reçu leur confirmation devant parents et l'archevêque d'Abidjan, Mamadou Kwasi. Lundi de Pentecôte. Cette année encore, l'archevêque d'Abidjan a eu sa traditionnelle rencontre avec la jeunesse catholique du diocèse d'Abidjan. L'homme de Dieu a invité les jeunes à mettre en pratique les recommandations bibliques dont l'amour du prochain reste l'essentiel. Je vous invite fortement à tout mettre en œuvre pour être des artisans de paix et de réconciliation. L'objectif, en fin de compte, c'est que vous soyez dans notre pays sel et lumière
pour nos concitoyens. Avant cette rencontre, Monseigneur Jean-Pierre Coutoin a conféré le sacrement de confirmation à plus de 2000 jeunes chrétiens catholiques. Le faisant, l'archevêque d'Abidjan les envoie proclamer la bonne nouvelle de Dieu au monde comme l'ont fait les apôtres de Jésus-Christ après la venue de l'Esprit Saint. La communauté musulmane des Soufis de Côte d'Ivoire a commémoré la naissance du prophète de l'islam. Les fidèles venus de toutes les régions du pays ont été formés aux valeurs spirituelles enseignées par le prophète. Mamadou Kwasi. Pour la communauté musulmane des Soufis, célébrer la naissance du saint prophète Mohammed est une action de foi qui doit se manifester tous les jours. C'est pourquoi toute la communauté s'est retrouvée à la place de la gare de Grand Bassam, à l'invitation du chef soufi de Grand Bassam, le Cheikh Haroun, pour commémorer la 7e édition de la nuit du Maouloud. Cheikh Haroun et les siens ont bénéficié de la présence du guide spirituel des Soufis de Côte d'Ivoire, d'adeptes de Soufis du Sénégal, des cadres et élus de Grand Bassam, dont Georges-Philippe Ezalé et Adja Koulibaly. Cette dernière a d'ailleurs plaidé pour la construction d'une grande mosquée des Soufis à Grand Bassam. Outre les allocutions, les chants et louanges, la cérémonie a été marquée par 2 conférences dont les thèmes étaient « Comment atteindre Dieu » et l'importance du Maouloud dans la religion musulmane. Ce fut une occasion de présenter le soufisme qui se relève être, selon ses adeptes, le renoncement à toute chose d'ici-bas pour s'élever vers le Créateur par l'apprentissage et la pratique. Dans l'actualité à l'étranger, elle a pris fin la tournée régionale du président de la transition en Centrafrique. Entamée le 14 mai dernier, cette tournée de Michel Djotodia l'a menée notamment au Tchad, au Gabon et en Guinée équatoriale. Après une tournée d'une semaine dans la sous-région, le président de la transition centrafricaine a été accueilli à l'aéroport de Bangui. Le banc et l'arrière-ban politique du pays étaient au rendez-vous pour recevoir Michel Djotodia et recueillir les premières conclusions de ces rencontres avec les présidents tchadiens, gabonais et équato-guinéens. Nous sommes là pour une transition et nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de leur soutien financier, leur soutien moral. Mais les 3 présidents se sont particulièrement inquiétés de l'état d'anarchie et d'insécurité dans lequel est tombée la RCA. J'ai rencontré son Excellence, M. Idriss Déby Itno, qui m'a rassuré que le Tchad est prêt à nous soutenir et qu'il souhaiterait que la paix revienne le plus tôt possible, condition sine qua non pour la relance de notre économie. En attendant cette reprise en main, les exactions se poursuivent. Ainsi, vendredi, des hommes en armes ont attaqué la localité de Bouka, à 250 km au nord de Bangui, tuant 6 personnes et pillant des dizaines de maisons. Le Premier ministre tunisien a qualifié de terroriste le groupe salafiste Ansar al-Sharia, jugé responsable de heurts dimanche à Tunis, qui ont fait un mort et une quinzaine de blessés. Après l'interdiction du congrès de ce mouvement à Kairouan, environ 200 salafistes ont été arrêtés. La Tunisie a vécu une journée sanglante dimanche. Bravant les interdictions officielles, les salafistes d'Ansar al-Sharia se sont violemment opposés aux forces de l'ordre dans la banlieue de Tunis. Les affrontements ont fait 1 mort parmi les manifestants ainsi qu'une quinzaine de blessés. Les autorités ont annoncé avoir arrêté 200 salafistes, dont le porte-parole d'Ansar al-Sharia. Le Premier ministre tunisien a tenu un discours très ferme vis-à-vis du mouvement salafiste. Pour la première fois, il l'a qualifié d'organisation terroriste. Ce groupe exerce la violence contre le peuple et les institutions. Il défie l'État. Il ne reconnaît pas la citoyenneté ou les fondements de l'État. Il est lié au terrorisme et c'est un expert en la matière. Que ces affrontements aient dégénéré ne surprend personne. Le gouvernement avait interdit le grand rassemblement annuel d'Ansar al-Sharia qui devait se tenir à Kairouan. Depuis vendredi, la ville avait des airs de place forte. Face au dispositif policier déployé, le groupe salafiste a tenté de réunir ses partisans dans la banlieue de Tunis. Confronté à l'essor de l'islamisme radical, le gouvernement tunisien durcit sa position vis-à-vis des salafistes. Il veut être inflexible après avoir été longtemps taxé de laxisme, notamment vis-à-vis d'Ansar al-Sharia, considéré comme proche d'Al-Qaïda. À présent, je vous propose à ce voyage aux trousses de l'actualité internationale, en bref et en images. On se rend d'abord en Syrie, où le pays s'enlise dans la crise.
L'armée syrienne affirme avoir repris le contrôle d'Al-Qousser à la frontière libanaise. La ville de 30 000 habitants, centre névralgique de la rébellion, serait tombée suite à une offensive des troupes de Bachar al-Assad, épaulée par le Hezbollah en première ligne lors de ces combats. Selon une source militaire syrienne, l'armée se dirigerait désormais vers le secteur nord où seraient retranchés les rebelles qui tenaient la ville depuis plus d'un an. Des tensions toujours aussi vives au Pakistan après la mort à Karachi de Zohra Hussain, l'une des responsables du mouvement pour la justice. Les manifestations se multiplient à travers le pays pour dénoncer son assassinat à l'appel d'Imran Khan, le leader du parti. Imran Khan qui accuse ouvertement son rival Atlaf Hussain, le dirigeant d'un parti indépendant bien implanté à Karachi, d'être derrière l'embuscade tendue à Zohra Hussain samedi. Un nouvel épisode dans la longue crise politique qui mine le Pakistan après les fraudes qui avaient entaché les législatives du 11 mai dernier. Déclaré persona non grata par Moscou, le diplomate américain Ryan Fogel vient d'être expulsé de Russie. Il avait été arrêté le 14 mai dernier, accusé d'être un espion et d'avoir tenté de recruter un citoyen russe pour le compte de la CIA. Aux États-Unis, la tempête a été si puissante qu'elle a engendré près d'une vingtaine de tornades dimanche dans le Midwest américain. De la ville de Shawnee, par exemple, il ne reste plus qu'un amas de bois et de ferraille. Ici, en Oklahoma, mais aussi dans les États du Kansas et de l'Iowa, des zones ont été complètement ravagées, des centaines d'habitations détruites, des voitures et des camions emportés comme des fétus de paille. D'après les autorités, une personne a été tuée, une vingtaine d'autres ont été sérieusement blessées. Jeudi, 10 tornades s'étaient déjà abattues sur le Texas. Dans l'actualité au Moyen-Orient, il y a aussi l'Irak qui a été de nouveau secoué par une série d'attentats. Ces violences ont fait 20 morts et une centaine de blessés ce lundi. Les rivalités entre chiites et sunnites ont refait surface. Reportage. Nouvelle flambée de violence en Irak où une série d'attentats meurtriers frappe depuis une semaine les communautés sunnites et chiites du pays. Lundi matin, 9 attentats à la voiture piégée ont secoué plusieurs quartiers chiites de Bagdad, faisant au moins 20 morts et une centaine de blessés. À Bassora, la grande ville chiite du sud, 3 attentats ont fait au moins 20 morts et 108 blessés, dont 8 pèlerins venus d'Iran. Quel crime avaient commis ces innocents? Tant de personnes sont mortes ou ont été blessées. Des magasins ont été brûlés. Jusqu'à quand allons-nous vivre ainsi? Ces attentats anti-chiites répondent à ceux commis contre la communauté sunnite vendredi et qui ont fait 41 morts à la sortie d'une mosquée de Bakuba. Plusieurs bombes avaient également explosé dans certains quartiers sunnites de la capitale, faisant 16 morts et 40 blessés. Des personnes innocentes sont mortes. J'ai vu des personnes mourir. La voiture que je conduisais est complètement détruite. Ce bain de sang montre la haine confessionnelle qui touche aujourd'hui l'Irak. Les violences avaient fait plus de 460 morts en avril. Et depuis le début du mois de mai, ce sont près de 300 personnes qui ont péri dans ces violences qui opposent les frères ennemis de l'islam. On termine avec le réchauffement des relations entre l'Inde et la Chine. Le Premier ministre chinois effectue en ce moment une visite en Inde. L'objectif est de renforcer la coopération entre les deux pays, des relations refroidies depuis des décennies par un conflit transfrontalier. Des images pour en témoigner. Le Premier ministre chinois à New Delhi, c'est le dragon qui rencontre l'éléphant. Deux géants qui se sont longtemps regardés comme des puissances rivales et qui veulent s'engager sur le chemin de la détente. Dès son arrivée et avant de discuter avec son homologue, le Premier ministre indien Manmohan Singh, Li Keqiang a fait part de ses intentions. Le but de ma visite en Inde est en 3 volets. Accroître la confiance mutuelle, intensifier la coopération et faire face à l'avenir. Au menu des discussions, le commerce bilatéral, mais aussi le différend frontalier qui empoisonne les relations entre l'Inde et la Chine depuis plus de 50 ans. État de l'Arunachal Pradesh aux confins de l'Himalaya, c'est là que les deux pays se sont affrontés en 1962, la Chine infligeant une défaite aux Indiens. Depuis, 14 cycles de négociations se sont déroulés sans succès. L'incursion en avril dernier de soldats chinois près de 20 km à l'intérieur du territoire indien a provoqué récemment un regain de tension.
Le commerce pourrait devenir le moteur de la paix puisque Pékin veut doper les échanges entre les deux pays les plus peuplés de la planète. La Chine est déjà le deuxième partenaire commercial de l'Inde. Elle voudrait accroître ses investissements dans ce pays, mais cela pose pour New Delhi des problèmes de sécurité. Par exemple, les Chinois ont très envie d'investir en Inde, mais il y a clairement certains secteurs que nous n'ouvrirons pas. La question des infrastructures est une question à double tranchant. Fait positif, Pékin et New Delhi semblent prêts désormais à mettre de côté leurs différents frontaliers pour travailler ensemble et faire du continent asiatique le moteur économique de la planète. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À demain 20h. Bonsoir.